De l'Algérie, mais la crise politique qui secoue le pays durant l'été 62. En raison de l'ampleur du sujet que vous avez de longue date choisi de traiter, votre livre, comme vous le soulignez avec humour, à force de prendre du retard, est finalement arrivé à temps pour ce 60e anniversaire. Mais je vous rassure, le jury, insensible aux sollicitations de la mémoire, quand il siège pour désigner son livre de l'année, s'est prononcé sur un unique critère, l'histoire. Votre livre, je devrais dire votre somme, l'a convaincu qu'il y avait là un grand livre dans notre discipline et qu'il convenait donc de le signaler à l'attention de tous. Comment sort-on de 132 ans de domination coloniale, de 8 années d'une guerre cruelle pour tous? Comment bascule-t-on d'une violence que la fin d'un monde exacerbe dans un pays nouveau qui cherche la paix et les moyens de panser ses blessures? Et chacun sait combien elles étaient nombreuses, profondes, au sein de tous les groupes qui composent l'Algérie de 1962. Le catalogue de problèmes que vous dressez, chemin faisant, va bien au-delà de ce que la plupart d'entre nous imaginent, fussent-ils assez âgés pour avoir été témoins de cette époque. Bien sûr, les questions politiques abondent, mais elles ont été souvent traitées par ailleurs, et c'est donc une histoire populaire, comme le dit votre sous-titre, c'est-à-dire celle qui met en scène et en cause tous les acteurs que vous présentez au lecteur. Et vous y parvenez fort bien, en convoquant une masse d'informations souvent oubliées, des témoignages de survivants, et ils sont par chance nombreux, et la documentation considérable conservée aux archives de plusieurs pays. Votre sens du concret fait merveille, et personne n'est écarté dans votre large enquête, ni ceux qui partent ou hésitent à le faire, ni ceux qui reviennent de prison, du maquis, de l'exil, des camps, les camps du dedans et les camps des pays voisins, ni ceux qui sont restés durant toute la guerre, ballottés de ci, de là, et font l'expérience difficile du retour d'un père, d'un mari, d'une sœur, sans parler de l'expérience tragique de la disparition de tant d'autres. Vous prenez soin de rester au niveau du peuple, sans ignorer le poids des décisions politiques prises au plus haut niveau, puisque lorsqu'il faut affronter des difficultés d'un État en construction, répartir les terres vacantes, gérer la transformation des villes subitement peuplées d'une part importante de populations nouvelles, combler les vides laissés par le départ de cadres, de médecins, de professeurs, même si la société algérienne a suscité de longue date ces indispensables rouages de la vie quotidienne, mais en nombre insuffisant, ou les problèmes matériels auxquels les combattants n'étaient guère préparés. Pour les Européens, et j'utilise les guillemets que vous mettez constamment, mais ça ne s'entend pas à la lecture, je le regrette évidemment, pour les Européens qui restent, comment s'habituer au départ des sous-préfets et se contenter des pouvoirs bien différents et bien moindres d'un consul? Et je ne dis rien de cette réinvention du passé, de cette préparation de l'avenir qui passe, entre autres, par le changement massif des toponymes, de la rue au village et à la ville. On l'a compris, c'est une histoire globale, d'un temps d'exception et de difficulté, que vous nous invitez à découvrir au fil de vos 22 chapitres, ne masquant ni les difficultés, ni les tensions qui traversent la tête de l'État, autant que le corps social tout entier. Chacun en tirera les enseignements qu'il voudra, car vous vous gardez bien d'imposer une vision manichéenne de cette tranche d'histoire essentielle. Mais une anecdote que vous racontez au début de votre livre invite à la réflexion. Une femme, racontez-vous, à qui l'on vient annoncer que son fils est tombé de cheval, dites-vous, répond sobrement à ceux qui sont venus la prévenir, « Ce matin, il est parti pencher ». Quel pays ne penche pas dangereusement à un moment quelconque de son histoire? Mais le souci du plus grand nombre de ses citoyens n'est-il pas toujours de le redresser? Je vous remercie.
Et je vous remets au nom des rendez-vous de l'histoire de Blois ce diplôme et puis une petite enveloppe qui va avec. Et je vous laisse la place. Merci beaucoup, professeur Maurice Sartre, pour ce prix qui m'honore et qui m'émeut. Je veux aussi remercier à travers vous les membres du jury, desquels provient ce prix. Vous dire aussi peut-être ce soir les raisons de cette grande émotion de voir le livre et de le voir ainsi reconnu, lu, reçu par le public. L'idée du livre, au départ, était vraiment de donner à voir de façon concrète, par des expériences intimes, par des récits souvent restés dans le domaine de la famille, comment un peuple vit sa liberté après 132 années d'occupation. Ça allait donc être une histoire d'euphorie, de joie de l'accession à l'indépendance. Mais en se penchant sur les derniers instants de la période coloniale, c'est là finalement que l'on prend la mesure, peut-être le mieux, ou en tout cas d'une façon différente de ce que l'on avait pu voir auparavant, de la violence nécessaire, indispensable pour mettre à bas le système colonial. 1962 en Algérie relie à la fois l'extrême violence de la fin d'une guerre longue et le renversement d'un régime colonial ancien. Ce faisant, c'est vraiment un moment qui scelle le processus d'indépendance de l'Algérie comme une authentique révolution, comme une révolution dans la famille des grandes révolutions qu'a connues l'histoire du monde, la Révolution française, la Révolution russe, la Révolution chinoise. Parce que c'est authentiquement une révolution, il est partout question, dans chaque chapitre, d'enthousiasme, d'effervescence, de ferveur. Et c'est le cas notamment à travers les paroles de femmes, dont plusieurs me viennent à l'esprit au moment de recevoir ce prix. Je pense à une femme de la ville d'Oran, Fadela Zeddour Mohamed Brahim, à qui je demandais qu'est-ce que c'était pour elle le 5 juillet et le jour de l'indépendance. Et d'abord, ce n'était pas des mots, c'était juste le visage qui s'éclaire, qui s'illumine, le sourire, et puis une phrase très courte pour me dire « ce jour-là, tout s'est passé, Kull Shra ». Tout s'est passé le 5 juillet. C'est aussi l'explication que me donnait l'historienne Warda Tengour, qui, elle, a vécu l'indépendance dans la ville de Constantine et qui se souvenait des premières danses. C'est une enfant de la guerre, et donc elle n'avait pas connu ni mariage ni fête durant la durée de la guerre, et qui, simplement pour essayer de me transmettre l'intensité de ce moment, me disait: si tu as vécu un moment comme celui-là une seule fois dans ta vie, alors tu peux tout supporter. Et elle me disait aussi qu'elle était un peu désolée pour des gens de ma génération qui n'avaient pas eu la chance de vivre un événement comme celui-là. Alors voilà, ce sont ces voix-là qui sont au centre de ce livre. Elles sont portées par, je l'espère, l'ouvrage. Elles sont portées par des éditeurs aux larges épaules. En France, ce sont les éditions de la Découverte. En Algérie, je voudrais les saluer particulièrement parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, ce sont les éditions Barzakh qui accompagnent le livre et le répandent. Mais c'est vraiment pour l'ensemble de ces raisons-là et en pensant à ces histoires et à ces voix que je suis particulièrement émue de recevoir ce prix parce que peut-être en dit-il la force, mais en tout cas, il va contribuer à les porter, à faire connaître ces expériences et les paroles peut-être trop rares qui les racontent. Merci beaucoup.
Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci. Je sais pas si ça marche. Oui, ça marche, oui. Merci d'être si nombreux, si tard ce soir, le samedi, après tant de tables rondes et de conférences déjà, pour notre table ronde de l'histoire sur Corsaires et pirates. Alors, nous sommes heureux d'accueillir notamment Jacques Lang. On dira pourquoi tout à l'heure, mais je crois que, Jacques, vous voulez dire quelque chose. En retour, évidemment, vous êtes, on le sait, président de l'Institut du monde arabe. Et je crois que le Grand Prix du livre d'histoire de Blois vous inspire quelques réflexions. Non, je voulais simplement féliciter le jury, féliciter l'autrice, vous-même. C'est un moment important, je pense, que nous vivons en ce moment. Nous célébrons depuis quelques mois l'indépendance de l'Algérie. Et au moment où ce prix vous est remis, je ne peux pas ne pas me réjouir du fait que demain et lundi, la Première ministre, c'est un événement assez nouveau, se rend à Alger, entourée de 16 ministres, et qui, pendant 2 jours, espérons que ce sera un moment constructif et positif, qui pendant 2 jours vont rencontrer leurs collègues algériens. 1 mois et demi après la visite du président de la République à Alger, j'avais eu la chance de faire partie de la délégation. Et par rapport aux questions d'histoire, précisément, qui sont évoquées ici à Blois et dans votre livre, à la suite du rapport de Benjamin Stora, une décision a été prise qui, je crois, est réjouissante. J'espère qu'elle sera suivie d'effets concrets. La nomination, nous en saurons peut-être plus dimanche ou lundi, la nomination d'une commission de professeurs, d'experts des 2 pays pour précisément analyser l'histoire telle qu'elle est vécue, telle qu'elle s'est déroulée en France, en Algérie. Et la décision qui a été prise, qui je pense est importante pour des historiens, et j'espère là aussi qu'elle sera suivie des faits, d'ouvrir les archives. Ce qui peut paraître une évidence, mais qui ne l'était pas jusqu'à présent, les archives algériennes et les archives françaises. Donc, votre livre est récompensé, reconnu, au moment même où peut-être enfin nous allons les uns et les autres oser regarder l'histoire en face. Voilà ce que je voulais dire en vous félicitant. Merci beaucoup. Bravo Malika pour ce beau livre. Alors on passe presque sans transition, on remonte en arrière, 300 ans en arrière, pour aborder Corsaires et pirates. Alors, Corsaires et pirates plus exactement, on les a vus beaucoup, on les a croisés beaucoup depuis 3 jours à Blois, dans les tables rondes et les conférences, un peu en passagers clandestins. Ils étaient là, de temps en temps, avec leurs jambes de bois ou leurs bandeaux sur l'œil, mais au fond, pas encore comme vrai sujet d'histoire. Alors, pourtant, les pirates, les corsaires hantent notre imaginaire, c'est à peine la peine de le rappeler. Hergé a popularisé Rackham le Rouge, on se demande, a-t-il vraiment existé ? Et oui, il a existé, peut-être pas exactement comme ça. Hollywood, évidemment, a fait beaucoup pour Barbe Noire, avec le talent de Raoul Walsh, en attendant les pirates des Caraïbes, beaucoup plus récents. Les fantasmes vont bon train, et ça n'est pas récent, on le dira. Et ça ne touche pas seulement les enfants. Ça aussi, les pirates ont alimenté nombre de mythologies politiques, on en dira un mot, sans compter
l'alimentation des fiertés régionales. Que serait Saint-Malo sans du Guet-Trouin? Derrière tout cela, il y a de l'histoire, et une histoire qui, depuis 30 ans, a beaucoup changé. On avait bien sûr de très belles biographies. On connaît, derrière nous, il y a du Guet-Trouin, justement. Corsaire, pirate, corsaire, en tout cas. Un peu pirate, peut-être, pour certains, on le dira. Surcouf, bon, et tant d'autres. Derrière ces hautes figures, qui sont les gens qui ont été, évidemment, réellement, des pirates, des prédateurs des mers, des corsaires, et notamment dans l'Atlantique du XVIe au XVIIIe siècle. Parce que si la piraterie est sans doute, on en parlera avec vous, Jack Lang, est sans doute une sorte d'invariant de l'histoire de l'humanité au sens très large, c'est-à-dire des bateaux, des marins qui en attaquent d'autres, des marins qui font des razzias sur les côtes. Il se passe quand même quelque chose de très spécial entre 16e et 18e siècle dans l'Atlantique, et c'est de cela qu'on va parler ce soir. Pourquoi cette concentration? Qu'est-ce que ça nous raconte, puisqu'on est à Blois depuis 3 jours en train de s'interroger sur la mer, sur l'histoire de la mer? Qu'est-ce que les pirates racontent de l'histoire de la mer, de la loi, des États? On a abordé ça déjà avec Guillaume Calafa notamment, hein, Grotius et Selden, et puis avec Alain Cabantous hier soir sur le partage de la mer. Mais on se rend compte que ces histoires de pirates et de corsaires sont en passe de rentrer, de quitter peut-être la simple fantasmagorie pour rentrer dans la grande histoire. Alors, pour parler de cela, ce soir, un historien voilà, qui le reste, c'est-à-dire David Chaunu, à ma gauche, hein, vous terminez votre thèse à Paris 4 sous la direction de Lucien Belli sur esclavage, empire et traite, les origines de l'institution esclavagiste dans l'empire colonial français. Vous travaillez sur la domination maritime comme expérience européenne et américaine. C'est un colloque qui a été publié chez Peter Lang récemment. Et vous allez nous parler de ces pirates dans ce contexte colonial. Franz Olivier, que certains ont déjà entendu ici, que vous avez peut-être croisé au stand d'Anacarsis, puisque Franz, vous êtes historien de formation, vous avez travaillé sur l'histoire byzantine, hein, sur le barbare dans l'Empire byzantin. Mais de fil en aiguille, vous êtes surtout devenu éditeur, et il y a 20 ans, vous avez fondé avec Charles-Henri Lavielle à Toulouse des éditions très originales, très comment dire, enthousiastes, et qui nous font connaître des textes tout à fait surprenants parfois. Vous venez de publier en 2021 un très beau livre qui est un recueil de documents, d'archives, que vous avez édité avec un historien canadien qui s'appelle, le dit-on, Reynald Laprise, mais c'est son vrai nom, et vous avez intitulé ce livre « L'enfer de la flibuste ». Vous nous direz pourquoi. Vous travaillez donc sur les pirates français dans la mer du Sud, et notamment dans la Caraïbe, parce que la Caraïbe joue quand même un vrai grand rôle dans cette histoire. Jack Lang, on est un peu plus étonné peut-être de vous trouver sur cette table ronde. Et pourtant, alors, étonné, bon, on vient de le dire, vous êtes depuis 2013 président de l'IMA. Tout le monde le sait, vous avez été un très grand ministre de la Culture pendant 10 ans de François Mitterrand et aussi de l'Éducation nationale. Et vous avez été aussi, et ce serait déjà une belle raison d'être là ce soir, vous avez été aussi maire de Blois en 1989 jusqu'en 2000. Vous avez fait restaurer le château, vous avez contribué au renouveau de la ville, mais évidemment, surtout, vous avez créé, en complicité avec Francis Chevrier, qui en est encore le directeur inlassable et si talentueux, les rendez-vous d'histoire de Blois que tout le monde nous envie. Donc, merci beaucoup. Et c'est vraiment... Ce serait déjà
une bonne raison de vous avoir à cette table, puisque nous célébrons les 25 ans, le quart de siècle, de ce qui est devenu une institution. Mais ce n'est pas tout. Parce que ce que certains ont peut-être oublié, c'est que vous êtes d'abord juriste, un juriste professeur de droit public, et vous avez été doyen de la faculté de droit de Nancy. Et en 1970, vous vous êtes intéressé au droit de la mer. Vous avez même fait une seconde, je crois, thèse qui a été publiée sur le plateau continental de la mer du Nord. C'était à propos, évidemment, c'était une contribution, évidemment, au droit de la mer. Ça n'est pas tout. En 2007, vous avez été conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU, excusez du peu, Ban Ki-moon, et chargé à ce titre d'une mission sur la piraterie. En 2010, en Somalie, vous nous raconterez. C'est-à-dire que, vraiment, ce soir, je voudrais le dire, vous êtes le seul à cette table qui ait rencontré vraiment des pirates. En vrai, voilà. Et ça, c'est quand même déjà quelque chose qui nous montre que l'histoire et l'actualité font bon ménage. Et c'est pour ça aussi qu'on aime ces rendez-vous de Blois. Alors, n'empêche qu'on va quand même commencer, Jack Lang, vous me pardonnerez peut-être, on va peut-être commencer par replonger dans l'histoire pour essayer de démêler un peu les fils de cette histoire un peu étonnante quand même, un peu étonnante. David Chonu, je vais commencer par vous, parce que vous nous dites que, bien sûr, il y a des pirates, hein, je disais tout à l'heure, il y a des pirates depuis longtemps, on sait que Pompée, le grand Pompée, a été chargé en 67 d'une mission par la République romaine, une république déjà impériale, mais enfin une république, d'une mission d'éradication des pirates dans la mer Tyrrhénienne. On sait qu'il y a des pirates. Viking veut dire pirate. Après tout, piratesse, le mot existe depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ, enfin avant notre ère, paraît-il. Ça veut dire celui qui attaque, celui qui cherche à se faire une place et emporter du butin. Mais au Moyen-Âge, le mot disparaît des sources. Et ce que vous nous dites, David Chonu, c'est que le mot réapparaît au XVIe siècle. Et le fait que le mot réapparaisse, évidemment, a déjà un sens, enfin, a déjà une force. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les pirates, ce n'est pas qu'ils renaissent, mais en tout cas, ils deviennent autre chose, ou en tout cas, ils sont considérés autrement. Qu'est-ce qui se passe au XVIe siècle, David Chonu? Qui sont ces hommes qu'on appelle, qu'on retrouve dans les sources et qu'on recommence à appeler des pirates? Vous pouvez nous en faire un peu le portrait? Alors, on va... ce ne sont pas ceux-là. Sont plus postérieurs. On va passer à autre chose. Mais enfin, alors, présentez-les-nous. Qui sont-ils? Alors, merci Valérie Anna. Alors, c'est une question très délicate parce que, selon moi, il n'existe pas de pirate. En tout cas, le pirate, au début du XVIe siècle, ne correspond ni à un groupe social, ni à une identité sociale revendiquée par un groupe précis, ni à une idéologie politique, mais ça, on en reparlera plus tard. Le pirate n'est pas un groupe social particulier. Pourquoi? Parce que tout marin à l'époque moderne, au début de l'époque moderne, peut, à un moment donné de sa carrière, s'adonner à la prédation maritime. Donc, c'est-à-dire attaquer des navires ou attaquer des ports en temps de paix. Mais la qualification de cette action, qu'elle soit jugée légitime ou illégitime, peut varier finalement d'un royaume à l'autre, d'une juridiction à une autre, et cette juridiction va juger cette action légitime ou pas. C'est pas un groupe social, c'est pas une identité sociale particulière non plus. Bien rares sont les marins qui voudraient s'auto-qualifier de pirates. Ça n'a rien d'une identité sociale désirable en réalité, hein, puisqu'on est au sein dans ces communautés maritimes, tous les membres prétendent user de la violence de manière légitime en fait. Donc, l'accusation de piraterie, elle est toujours extérieure à la communauté et c'est une accusation infamante, dégradante, associée à une mise au ban de la communauté, en fait. Voilà.
Pourquoi les pirates réapparaissent au début du XVIe siècle? C'est une question d'autant plus confuse que le crime de piraterie, en fonction des juridictions qui organisent le monde atlantique à l'époque moderne, n'est pas toujours une qualification juridique retenue par les officiers de justice pour qualifier la violence en mer. Je le rappelais tout à l'heure, en France, le crime de piraterie, par exemple, et la peine capitale qui lui est associée, il n'apparaît dans les ordonnances royales sur l'amirauté qu'avant une date un peu tardive, en fait, c'est 1584, et pas avant. Et encore faut-il que les juridictions du royaume, une fois que le roi a édité cette ordonnance, encore faut-il que les juridictions du royaume, dans les provinces maritimes ou dans ces colonies, appliquent cette peine, en fait, à leurs marins. Il y a tout un jeu de l'interconnaissance, il y a aussi l'appât du gain qui attire les juges, la pression des communautés qui pousse ces officiers de justice à se montrer cléments envers les pirates, en fait. Donc le pirate n'est pas vraiment une catégorie opérante pour décrire le monde social. Néanmoins, on peut malgré tout chercher à en donner une définition. En fait, tout marin, à un moment donné de sa carrière, peut choisir de s'adonner à la piraterie. En revanche, le marin reconnu coupable de piraterie, c'est celui qui s'est fait pincer, en fait. C'est celui qui a été moins malin que les autres. Celui qui n'a pas su jouer de la pluralité de juridictions que compose le monde atlantique. Et qui, à un moment donné, n'a pas su produire la preuve d'un soutien légitime, d'un sponsor légitime, d'une autorité, qu'elle soit royale, seigneuriale, nobiliaire, communautaire ou municipale. Voilà. C'est comme ça que je donnerai ma définition du pirate. Et alors, donc ils apparaissent dans les sources juridiques, c'est-à-dire que ce sont ceux qu'il faut punir. Cicéron, que je parle sous le contrôle de Claire Sautinel, là, qui nous a parlé des pirates de Pompée, nous rappelle que Cicéron les appelait les ennemis du genre humain. Au XVIe siècle, ils sont des ennemis du genre humain? Alors, oui, mais du point de vue de qui? Voilà. Dans vos sources, quelles sources vous utilisez pour traquer les pirates? Pour traquer les pirates, alors essentiellement les sources, les juridictions de l'amirauté, qui font des procès à des pirates, et donc essentiellement les sources juridiques, en fait. Voilà. Mais le problème, c'est que ces juridictions ne sont pas toujours enclines à déclarer une prise illégitime. Et on les punit pourquoi? Ils ont fait quoi de mal? Alors, ils ont enfreint la paix du roi. D'accord? Et ils ont attaqué des bateaux? Alors, est-ce que l'idée qu'on a de ces pirates... Parlez-nous de vos pirates du XVIe siècle. Oui. Alors, pour le cas français, les communautés maritimes du Royaume de France, dans l'Atlantique, sont essentiellement donc situées en Normandie, en Bretagne, Aunis-Saintonge et Pays Basque. Toutes ces communautés peuvent à un moment donné s'adonner à la piraterie. Elles le font parce que c'est une activité économique, elles le font aussi pour défendre leur honneur face à d'autres communautés qui à un moment donné les auraient agressées. Alors, quelle était votre question? Et enfreindre la paix du roi, ça veut dire faire du butin, attaquer des bateaux qui sont des bateaux de qui? Alors, essentiellement des Ibériques. On est dans l'Atlantique, du début du XVIe siècle, dans une période où les monarchies ibériques ont étendu leur empire à tout l'Atlantique. Et donc, ces monarques empêchent les marins, enfin interdisent aux marins français, mais on reviendra là-dessus, de naviguer dans des zones maritimes précises. Et c'est à ce titre que les marins français opèrent contre ces Espagnols, ces Portugais, dans les mers africaines ou américaines, au nom de la défense de la liberté des mers. Voilà. Ils vont très loin. Alors, vous nous parlez... on va montrer... Non, c'est pas ça. On va montrer... Voilà. Ça, c'est la prise... Enfin, de Santo Domingo, oui. Santo Domingo par Drake. Donc ces pirates vont très loin. Ils font des choses quand même qui dépassent l'entendement. Vous nous parliez, on reviendra à Drake, mais vous nous parliez des pirates normands, les gens de Dieppe, du Havre ou des ports bretons. Ils traversent l'Atlantique. On est au XVIe siècle,
Pour qui? Pourquoi? Vous nous avez, vous en connaissez un qui s'appelle Jean Sor, Jacques Sor, S-O-R-E-S? S-O-R-E-S. S-O-R-E-S. Moi, je ne le connaissais pas. Hein, Alors, racontez-nous l'histoire de Jacques Sor. Oui, c'est un cas intéressant parce que c'est un pirate qui ne s'est jamais fait prendre et qui sait justement tout à fait naviguer entre ces différentes juridictions qui composent le monde atlantique pour toujours finalement réussir à apparaître comme un personnage légitime en fait. Hein, voilà. Jacques Sor, c'est un marin diepois. Enfin, on n'est pas sûr de sa naissance. Il est né peut-être à Dieppe, peut-être à Eu en Picardie. Il est connu à partir des années 1550 à peu près. Il opère. Donc c'est un exemple intéressant parce que voilà, justement, toute sa vie, il a agi à la frontière de la légalité en fait, hein, entre course légitime et illégitime. Mais il est toujours parvenu à faire légitimer ses butins. Donc il opère à partir des années 1550 au cours des dernières guerres d'Italie. C'est le lieutenant d'un pirate célèbre qui s'appelle Jambe de Bois. De son vrai nom, François. Ça commence, vous voyez, il y a des vraies jambes de bois. De son vrai nom, en fait, François Leclerc, qui est un pirate de Cherbourg. Et donc, ces deux marins opèrent sous une commission du roi de France, Henri II, et vont, on est en pleine guerre d'Italie, donc ils vont dans l'Atlantique attaquer les navires espagnols. Et tout ceci est tout à fait légitime, puisqu'on est en période de guerre. Jacques Sor est connu, puisqu'en 1555, il fait le premier sac de la Havane, où il met à sac la ville pendant plusieurs jours, il en enlève les esclaves, et quand il demande une rançon à leurs propriétaires, les propriétaires refusent et il les massacre tous. Bon, passé la paix du Cateau-Cambrésis, on est donc en 1559, on est dans une période de paix entre la France et l'Espagne, et ce marin, malgré tout, continue à réussir à continuer ses déprédations. Pourquoi? Parce qu'il se convertit au protestantisme. Il se convertit au protestantisme, et on est au tout début des guerres de religion à ce moment-là. Et Jacques Sor parvient à se mettre au service de la reine d'Angleterre, Élisabeth, qui à ce moment-là soutient le parti huguenot. Donc vous le savez, au moment de la première guerre de religion. Et donc c'est sous commission de la reine d'Angleterre qu'il peut continuer à faire ses déprédations. Élisabeth Ier, voilà. Puis passé la paix d'Amboise, converti au protestantisme, Jacques Sor entre dans la clientèle de Coligny, l'amiral de France Gaspard de Coligny, chef du parti protestant à ce moment-là. Et donc, en tant que chef du parti protestant, Coligny, au nom de la défense de la vraie religion, mène une... Enfin, au nom de la défense de la religion, mène une guerre contre les intérêts catholiques dans l'Atlantique, et notamment les intérêts espagnols. Et donc c'est à ce titre que finalement on est dans un cas de guerre privée, comme ça peut exister très souvent sous l'Ancien Régime ou au Moyen-Âge. Et donc à ce titre, notre marin peut continuer à opérer malgré la paix signée entre le roi de France et le roi d'Espagne. Oui, parce qu'alors là, on touche quand même quelque chose qui est apparemment connu et qui n'est pas si clair que ça. Un pirate, c'est quelqu'un qui agit normalement pour son propre compte. Jacques Sor est un pirate. Et vous nous dites, oui, est un pirate, enfin, peut-être. En tout cas, il se met au service de la reine d'Angleterre. Et puis, il est au service de Coligny, amiral de France. Et puis, quand même, il a des liens avec Henri II. Alors ça, d'habitude, c'est ce qu'on classe sous l'étiquette corsaire, c'est-à-dire le marin expérimenté qui mène des actions de guerre contre les bateaux ennemis avec une mission du roi ou de l'autorité royale, d'une manière ou d'une autre. Donc, corsaire ou pirate, est-ce que Jacques Sor, est-ce que Drake, qui lui aussi fait le siège de Santo Domingo, comme on le voit, pour le compte d'Élisabeth Ier, ils sont corsaires ou pirates? Mais ils sont les deux. Ils sont les deux, mais tout ceci dépend de la manière dont les autorités rencontrées dans les ports interprètent leurs actions. Donc, avant d'être... En fait, je pense qu'il faut abandonner l'idée de piraterie. C'est uniquement une qualification juridique. Donc, la piraterie n'est pas une activité. La prédation maritime est à la limite une activité économique, pratiquée par des marins. Et la piraterie, c'est la qualification de cette activité devant un tribunal. Vous comprenez? Et donc,
de manière générale, aucun marin n'a envie de se faire appeler pirate. On les comprend d'ailleurs. Hein. D'accord, sauf dans les films. Bon, donc, finalement, corsaire, pirate, peut-être qu'à l'époque contemporaine, Jack Lang, ce sera différent, puisque là, on aura peut-être de vrais pirates, ou je ne sais pas s'ils veulent se faire appeler pirates, mais restons un peu au XVIIe siècle, parce qu'il y a encore plus compliqué, c'est flibustier. Donc, Franz Olivier, vous nous parlez de l'enfer de la flibuste. Et là, on est dans les Caraïbes. Bon, finalement, là, on se rapproche. Tout le monde, on comprend que tous ces bateaux traversent assez tranquillement l'Atlantique. En combien de temps, au XVIIe siècle, on traverse l'Atlantique ? Il faut autour de un mois environ. Entre oui, 4 et quand 5 même. semaines. Voilà. Bon, mais enfin, ils y vont. Tous ces gens sont de très bons marins. Pas nécessairement, non. Même pas. Bon, c'est compliqué, les pirates. Bon, alors, enfin, ceux qui arrivent au bout sont peut-être de très bons marins. Oui, on finit par le devenir, oui. On finit. Oui. Alors, flibustier, c'est freeboaters. Oui, enfin, c'est une des étymologies. Qui c'est les flibustiers ? Sont des corsaires, sont des pirates, c'est autre chose ? Les deux. Alors là aussi, la définition est un petit peu compliquée de ce que c'est qu'un flibustier. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand on invoque comme ça une figure essentialisée un peu d'une imagerie figée, forcément, on a tendance à réduire des phénomènes sociaux extrêmement compliqués à un seul élément. Donc l'idée, précisément, ce serait plutôt de revenir à la complexité du réel, en tout cas, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre en question. Et par conséquent, définir le flibustier, en fait, il faudrait surtout travailler au pluriel, c'est-à-dire définir les flibustiers. Ce sont des individus qui, dans la Caraïbe, à partir surtout du milieu du XVIIe siècle, se livrent à la prédation maritime, mais aussi terrestre. Essentiellement, alors là je parle des Français, il y a une flibuste britannique et une flibuste néerlandaise, se livrent à la prédation maritime, c'est-à-dire sur des navires, et aussi terrestre, puisqu'ils s'emploient à piller les territoires et les possessions de l'Empire espagnol de la mer Caraïbe. Alors, et ces flibustiers sont je disais, des pillards des mers, des brigands véritablement, mais ne sont pas seulement des brigands et des pillards, c'est-à-dire qu'il faut essayer de retracer un petit peu leur origine, autant que faire se peut, ce qui n'est jamais évident en réalité, parce que ce sont des personnes qui parlent très peu, pour les raisons dont David a parlé, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se faire attraper. Et donc, leur origine, en fait, elle est extrêmement multiple, leurs motivations le sont également. Disons que ce sont des individus qui se livrent au pillage, mais qui sont aussi parfois ce qu'on appelle des habitants, c'est-à-dire des planteurs, qui cultivent majoritairement à Saint-Domingue et dans la fameuse île de la Tortue, dont tout le monde a plus ou moins entendu parler. Tortuga, nid de pirate. Oui, voilà, en réalité c'est le premier nid de pirates de Saint-Domingue, mais ensuite c'est surtout le petit Goave, à partir de 1660, qui va devenir l'épicentre de la flibuste. Et donc, ce sont des hommes qui se sont alors associés en communauté, peut-être on aura l'occasion d'en reparler, pour se livrer à des déprédations de façon à s'enrichir. Puisqu'ils sont dans les colonies précisément pour s'enrichir. Beaucoup d'entre eux viennent de ce qu'on appelle un statut extrêmement précaire. Ce sont des engagés, c'est-à-dire des anciens engagés. Le mécanisme de l'engagisme à cette époque-là, c'était une façon de procéder au peuplement des colonies par la monarchie qui avait instauré ce système-là. Des jeunes gens, alors normalement c'était pas en dessous de 15 ans, mais en réalité dans les sources on trouve des jeunes gens de 12 ans jusqu'à 20 ans qui s'employaient auprès d'un habitant, précisément de Saint-Domingue, lequel leur payait la traversée. Et en échange de ce paiement, ces jeunes gens s'engageaient, c'est pour ça qu'on les appelle des engagés, à le servir pendant 3 ans. On appelait ça aussi les 36 mois. Or, cette population de jeunes gens était d'abord mourait comme des mouches dès leur arrivée. La traversée était extrêmement pénible. Les organismes étaient mis à l'épreuve très rudement. Et ensuite, il y a le changement climatique amené à ce qu'il y ait des décès très rapidement. Et en plus, ils étaient extraordinairement maltraités. Notamment, c'est un motif qui revient dans les sources qu'on retrouve souvent. Les sources mentionnent le fait qu'ils étaient moins bien traités que les esclaves,
parce qu'ils étaient des esclaves à temps partiel, en CDD en quelque sorte. C'est-à-dire qu'un esclave, on l'a pour la vie, un engagé, on le possède pour 3 ans. Donc ils pouvaient mourir. Oui, on les maltraitait. Enfin, on les était battus. Et on a même un exemple d'un témoin qui raconte, alors on ne va pas forcément le croire, mais qu'il a connu un habitant qui avait jusqu'à 50 engagés enterrés dans son jardin. Bon. Voilà. En tout cas, ces personnes-là, quand ils avaient terminé leurs 36 mois, ou bien qu'ils pouvaient en avoir l'occasion, déserter et filer dans la flibuste pour tenter autrement leur chance. Par conséquent, les flibustiers viennent de ces gens-là, sont aussi des déserteurs de la marine, des déserteurs de l'armée, et aussi des individus, pour certains, qui peuvent être mandatés par des armateurs ou des autorités coloniales locales. C'est pour ça que je dis qu'on a un éventail en fait dans la flibuste social qui est extrêmement large, même s'il il concerne massivement, pendant très longtemps en tout cas, ce dont j'ai parlé là, c'est-à-dire les engagés. Et quand ils se retrouvent alors sur un bateau, des bateaux de flibustiers, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font si peur? Il y a ce bateau, on peut le montrer quand même, ces drapeaux pirates là qu'on croit légendaires et qui pourtant ont existé. Il y a une attestation en 1688, dites-vous, de ces drapeaux pirates. Il paraît qu'au début, il était rouge, le Jolly Roger. Mais alors, pourquoi ce drapeau fait si peur? Qu'est-ce qu'ils attaquent, ces flibustiers? À quoi ils se livrent? Quel est leur butin? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Alors, ce qu'ils cherchent, c'est ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire des lingots, des bijoux, de l'or. Simplement, ce n'est pas le plus facile à trouver. Et alors, pour c'est-à-dire là, il faudrait parler du mode opératoire. Alors, donc, l'ouvrage que j'ai essayé d'écrire, enfin, j'ai essayé de suivre un équipage spécifiquement, qui est extrêmement représentatif en fait de ce que peut être un équipage pirate, et de monter, alors à mes risques et périls, de monter avec eux à bord et d'essayer de voir comment ça se passait véritablement. Alors le principe général d'un pillage, enfin d'une attaque flibustière, disons, c'est d'être extrêmement rapide à l'aller et au retour, de frapper très fort, le plus brutalement possible, et de marquer les esprits pour pouvoir revenir ensuite et que ce soit plus facile. Donc on est devant un déploiement de brutalité absolument conscient et absolument stupéfiant. Et par conséquent, cette histoire de le Jolly Roger dont on parle, enfin les drapeaux pirates dont vous avez tous en tête au moins un premier imaginaire, sont là aussi pour marquer les esprits, de la même façon que la brutalité, la violence et la torture sont là aussi pour marquer les esprits. Pourquoi est-ce qu'ils agissent de cette façon-là? C'est parce qu'ils sont souvent bien moins nombreux. Il faut se rappeler que les flibustiers, on a estimé au plus haut leur nombre, et ce sont des administrateurs royaux qui ont fait cette comptabilité-là. Vers 1684, ils étaient 2000 opérationnels environ. Bon, les 2000 chiffres qui terrorisent les Caraïbes. Français. Oui. C'est sans compter les Britanniques et les Néerlandais. Mais quoi qu'il en soit, ils ont face à eux la totalité de l'Empire espagnol. Par conséquent, les expéditions flibustières sont toujours moins nombreuses que leurs adversaires, où ils essayent en tout cas d'être évidemment plus nombreux, mais c'est un peu compliqué. Par conséquent, étant très peu nombreux, ils doivent frapper très fort. Et c'est pour ça qu'ils utilisent la terreur, en effet, comme mode opératoire dans leurs attaques. Et alors, le butin qu'ils vont rechercher, quand je parlais tout à l'heure évidemment de lingots, d'or, etc., des galions, enfin les fantasmagories qu'on a comme ça en tête, en réalité, le premier pillage auquel se livrent les flibustiers, ce sont des navires de fret qui transportent de la nourriture. C'est-à-dire que les flibustiers sont des gens qui ne cultivent absolument rien, qui sont rigoureusement des pillards et qui ont donc besoin de se ravitailler dans leurs expéditions. Et par conséquent, l'équipage dont j'ai suivi la trace a commencé par monter à Terre-Neuve pour aller voler des morutiers, pour aller prendre du poisson salé, pour pouvoir entreprendre ensuite leur expédition vers le golfe de Guinée, puis passer le détroit de Magellan et se retrouver dans l'océan Pacifique. Ensuite, effectivement, le second point que l'on va piller, enfin le second butin que l'on va rechercher, en fait, vient d'une tradition méditerranéenne de l'attaque de villes et du rançonnement de ses habitants.
En réalité, les flibustiers ont énormément, et d'ailleurs ils ont réduit en cendres un certain nombre de villes du pourtour de la mer Caraïbe, au point qu'ils ont eu besoin de passer dans l'océan Pacifique, parce que pour le reste, ça devenait trop compliqué, il n'y avait plus rien à partir des années 1685-86, plus rien à piller. Donc c'est pour ça qu'ils sont passés du côté du Pacifique. Et là, c'était des rançons. Donc c'est par les rançons qu'on s'enrichit. Et alors après, quand je parlais des lingots tout à l'heure, en réalité, on pille aussi du bois d'indigo, du bois de teinture, et tout ça est lourd à transporter. Donc en réalité, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre la main sur ce qui est cher et peu lourd, et peu encombrant. C'est pour ça qu'on va chercher les pièces, on va chercher le métal, on va chercher les lingots dans les endroits que l'on pille, que ce soit sur mer ou sur terre. Alors on reviendra tout à l'heure, on a montré la carte là qu'on a faite dans le numéro de l'histoire sur le trajet du Saint-Nicolas, car il faut quand même que vous nous disiez deux mots de cet équipage dont on a trouvé presque miraculeusement des archives, c'est-à-dire là on a les pirates racontés quand même par eux-mêmes, ce qui est tout à fait exceptionnel, alors même si on ne les appelle pas pirates, pas les flibustiers racontés par eux-mêmes, et notamment... dites-nous ce que sont ces archives, le journal de bord. Oui, alors cet ouvrage est fondé d'abord sur la découverte. C'est pas moi qui l'ai découvert, mais je suis tombé dessus et je m'y suis intéressé. D'un manuscrit qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France, qui est côté FR 385. D'un manuscrit qui est composé de 271 feuillets, qui est d'assez grand format, qui est divisé en 3 parties. Il y a une première partie qui couvre 4 années d'expédition. Et qui est un journal narratif. Donc il se tient au jour le jour, et puis le flibustier raconte ce qu'ils ont fait pendant ces 4 ans. La deuxième partie de ce manuscrit, c'est un journal de bord, où là on a le sens des vents, la force des courants, les lieux parcourus, l'orientation du bateau, qui dure aussi 4 ans. Avec des dessins comme ça. Et enfin, on a la troisième partie de ce manuscrit qui est composée de dessins qui sont faits à main levée et qui représentent, si on les met tous les uns à la suite des autres, qui représentent la totalité des côtes de l'Empire espagnol telles qu'on pouvait les voir depuis le pont d'un navire. Voilà. Alors c'est ce manuscrit qui a déclenché les opérations en quelque sorte, qui a été amené par les pirates, on racontera peut-être après pourquoi, auprès du roi, et qui s'est retrouvé dans le cabinet du ministère de la Marine et qui ensuite est passé aux archives nationales de France. Et puis il y a un autre texte alors, qui est venu en renfort de ce premier manuscrit, qui lui a été stupéfiant, qui m'a obligé à refaire une édition du même livre, puisque cette édition était parue en 2016 d'abord, mais il me manquait ce nouveau texte, qui est un texte essentiel parce que là, c'est un récit qu'un flibustier livre à un jésuite à Cayenne. Donc le pirate et le moine parlent ensemble, et le jésuite rédige ensuite, sous la dictée ou d'après les textes du pirate lui-même, ce que l'autre lui aura raconté. Et dans ce qu'il raconte à ce moment-là, on est véritablement à bord du navire. On découvre avec eux, stupéfaits, le désert d'Atacama, les momies qui sont desséchées dans ce fameux désert des momies d'Indiens, le goût du piment, le goût du cacao, etc. Il raconte énormément de choses. Il s'appelle le pilote Charles. Le jésuite s'appelait le père Jean de la Mousse. C'était un évangélisateur qui s'occupait des Indiens Galibi, comme il les appelait à l'époque, de Cayenne. Et donc ces 2 textes mis côte à côte nous font entendre de façon, alors il faut avoir l'oreille fine, nous font entendre la voix des pirates. Et c'est ça qui était assez exceptionnel dans ces textes-là, parce que le plus souvent, les pirates, on les connaît, comme le disait David tout à l'heure, à partir des pièces de procès. Merci beaucoup. Je vous invite à aller évidemment lire à fond ce beau livre sur l'enfer de la flibuste, mais cette histoire d'archives est tout à fait exceptionnelle, je pense, méritait d'être un peu évoquée. Alors, on va faire un saut dans le temps. Là, je montre une photo de 2009, c'est-à-dire avant votre intervention, si je puis dire, Jack Lang, des pirates sur la côte de Somalie. Les pirates que vous avez eu à
traités en quelque sorte juridiquement, sur lesquels vous avez une mission donc en 2010 de l'ONU. Est-ce qu'ils ressemblent à ces gens que viennent de nous décrire David Chonu ou Franz Olivier? Est-ce que vous retrouvez quelque chose? Quels sont leurs moyens d'action? Quels sont leurs actes de piraterie? Et pourquoi, enfin, racontez-nous comment vous les avez rencontrés. Ah pardon, vous n'avez pas de... Ah pardon, c'est moi. Si, si. Ah non, je crois qu'on en a... Si, c'est moi. J'étais captivé par ce que nos amis décrivaient à l'instant, et donc j'avais oublié cet appareil. Non. Donc, c'est un phénomène qui s'est produit dans les années 2006, 2007, 2008, dans l'océan Indien. Ces pirates provenaient, on les a appelés pirates, ils s'attaquaient aux bateaux, aux navires, aux biens et aux personnes, provenaient de la Somalie, plus précisément du nord de la Somalie. Et plus précisément encore, la Somalie est un immense pays en proie, on le sait, à mille et une secousses qui continuent d'ailleurs, non pas la piraterie, mais la présence de pirates beaucoup plus dangereux encore, les terroristes, notamment au sud de la Somalie, qui s'attaquent à Mogadiscio, etc. Donc les pirates dont nous parlons, c'est-à-dire des personnages qui, sur la mer, depuis la mer principalement, s'attaquent à des navires, à des bateaux, venaient d'un petit coin de Somalie du Nord qui s'appelle le Puntland. Et pourquoi cet endroit? Pourquoi ce Puntland? Parce que les gens qui habitent cette zone assez pauvre vivaient de la pêche, principalement de la pêche. Et à la suite d'une concurrence venant de puissances de pêche dotées de moyens importants, leur raison de vivre, leurs gains ont été progressivement ruinés. Et ça ne justifie rien, mais progressivement, ces pêcheurs et d'autres, des paysans, des éleveurs de bétail, se sont trouvés dans une situation économique catastrophique et, au fond, se sont convertis en pirates pour se faire vivre eux-mêmes, faire vivre leur famille, faire vivre cette partie de la Somalie qu'on appelle le Puntland. Et le phénomène a grossi année après année. Les faits de piraterie ont parfois atteint plus de 1500 dans une année. Ces pirates n'avaient pas froid aux yeux. S'attaquaient aux navires, à de petits bateaux, mais aussi à de gros navires, avec des moyens qui parfois leur étaient accordés ou donnés par des commanditaires. Ça devenait progressivement une forme d'économie de la piraterie. Et certains attaqués sont morts, d'autres ont été pris en otage. Et au long des côtes du Puntland, des navires, des bateaux, pendant plusieurs mois, ont été pris en otage. Et les pirates réclamaient, pour accepter la libération de ces navires et de leurs occupants, des sommes extrêmement élevées. Et ceux qui étaient piratés vivaient dans des conditions épouvantables, dans un climat très, très dur, très, très difficile. Bon, je ne vais pas parler longuement sur ce sujet, mais disons que c'était un phénomène qui atteignait tous les pays de la région. Le Kenya, les Seychelles, et tous les pays le Djibouti. Et ça a provoqué à ce moment-là une grande émotion internationale. Et puis surtout, alors là c'est un aspect économique important, c'est que le trafic international, une fois passé le canal de Suez, se trouvait vivement, gravement handicapé. Donc émotion, prise de conscience, et les Nations Unies s'en sont emparées, ce qui fait que à un moment X, je ne sais plus, en 2009, 2010,
Le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, m'a nommé conseiller spécial. Je n'étais pas du tout un spécialiste de la piraterie, pas du tout, encore moins d'ailleurs aujourd'hui. Et quand j'entends nos amis en parler, évidemment, on rêve, on imagine. Mais le secrétaire général a pensé que je pouvais aider, avec un groupe d'experts, à trouver des solutions juridiques et techniques qui permettraient d'éradiquer ou d'endiguer ce phénomène. Alors, bon, je ne vais pas vous raconter le détail, je me suis rendu dans tous les pays concernés. Et quand même, vous y êtes allé, vous avez rencontré vraiment des pirates, ça n'est pas une... Oui, alors en particulier, parce que le Kenya a été un des pays assez courageux, qui a accepté d'accueillir des pirates qui avaient été arrêtés, et à Mombasa en particulier. Des prisons d'accueil des pirates ont été... Enfin, accueillir en prison. En prison, oui. En prison. C'est un accueil... Un accueil qui n'était pas pacifique. Donc c'est vrai, vous disiez, j'ai rencontré des pirates, oui. Mais... Vous êtes allé les visiter? Oui, je souhaitais absolument parler avec eux, parler à ces pirates. Et donc j'ai passé plusieurs jours à les rencontrer. Ce n'était pas facile, il fallait les interprètes, etc. Et ils étaient plusieurs centaines à Mombasa. Et je voulais... Ils racontaient leur désespoir, ils racontaient leurs souffrances, ils racontaient leurs combats aussi, ils me demandaient aussi de les aider à entrer en rapport avec leurs familles qui étaient restées, étaient dans le Puntland, etc. Bref, je me suis dit que cette situation ne pouvait pas durer parce qu'elle était humainement et économiquement et socialement catastrophique. Alors avec un petit groupe d'experts, nous avons essayé de mettre au point des solutions que j'ai proposées au Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité nos solutions. C'était quoi nos solutions? On y viendra peut-être, pardonnez-moi, sur les solutions, parce que je voudrais d'abord peut-être, Franz-Olivier, vous avez envie de réagir, vous reconnaissez un peu le portrait de vos pauvres gueux, là, chiens de mer, mais pauvres types parfois, pardon, qui à la recherche de butin et qui s'attaquent à plus gros qu'eux? Oui, en partie. Là, ce qui y a de marquant, c'est la rançon. Hein, oui. On est aussi dans un système et de fait, la piraterie qui va se développer même jusqu'au début du 19e siècle va jouer beaucoup sur l'idée du rançonnement. Donc, il y a déjà une situation sociale périlleuse qui met des personnes dans une position dans laquelle il est difficile de continuer à survivre, qui se lancent dans des brutalités et qui vont trouver des cibles qui seront celles qui seront le plus rentables possible. Et là, la rentabilité, dans les deux cas, elle provient de la rançon. Oui, en effet, j'ai un long épisode dans le livre en question d'une demande de rançon qui va durer 5 mois. Voilà. On peut faire des gros butins de cette façon. Alors, vous nous avez dit, ce sont des routes, évidemment, au large de la Corne de l'Afrique, ce sont des routes maritimes très importantes, et on sait à quel point le trafic international est d'abord un trafic aux 3/4, je crois, un trafic maritime. Mais c'est évidemment aussi ce qui se passe au XVIe siècle. David Chonu, pourquoi, au fond, 16e, 18e siècle, cette époque moderne, a-t-elle été si stimulante, enfin, pour des centaines, des milliers d'hommes qui sont devenus des prédateurs des mers, quel que soit le nom qu'on leur applique? Qu'est-ce qui change à ce moment-là? Évidemment, ce qui change, c'est la naissance des empires coloniaux et le trafic transatlantique n'a rien à voir sans doute avec celui d'aujourd'hui, mais enfin qui est quand même considérable. Donc c'est dans ce contexte-là que les pirates apparaissent, David Chonu. Enfin, les pirates. Appelez-les comme vous voulez. En tout cas, ils s'attaquent aux bateaux ennemis ou aux bateaux riches. Oui, en fait, il y a 3 points intéressants. C'est que si le XVIe siècle est une rupture, c'est d'abord parce qu'on a en effet une croissance commerciale, une sorte d'âge d'or économique avec des flux commerciaux de plus en plus importants et donc fatalement une prédation maritime, une activité de prédation maritime qui se développe autour de ces grandes routes du commerce. C'est un premier point. Ces grandes routes du commerce, en plus, cette prédation maritime, elle va s'étendre à de nouvelles zones maritimes à mesure que les Européens explorent,
commerce avec de nouvelles régions du monde. Si je prends le cas français, mais celui qui m'intéresse le plus, c'est qu'en fait, c'est dès les années 1520, la piraterie française est endémique sur les côtes d'Afrique, hein, et dans les îles Atlantiques, aux alentours des îles de Canaries, des Cap-Vert, Madère, les Açores, etc. Puis à partir des années 1560, cette piraterie française passe en fait l'Atlantique et passe dans la mer des Caraïbes. Bon, ça c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que, et ça c'est un point de différence majeur avec ce que Jack Lang nous décrit, c'est que ces pirates prospèrent non sur l'absence d'État, mais sur le trop-plein d'État. Entre guillemets. La construction des grands États voilà. coloniaux. On est dans une période où des empires coloniaux se forment et où des États, d'abord espagnols et portugais, puis ensuite les Français, les Anglais, les Néerlandais, renforcent leur autorité sur la mer. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de pirate, c'est qu'en fait, la catégorie du pirate est d'abord une catégorie construite par l'État pour se créer un ennemi imaginaire, enfin, je caricature à peine, et pour conquérir de nouvelles compétences sur la mer. D'accord ? On est dans une période d'intense rivalité impériale et où, à nouveau, alors même si ce n'est pas tout à fait nouveau, dès le Moyen-Âge, vous avez certains États qui affirment leur souveraineté maritime. Hein, pensez, là, ça se, renforce. Oui. Alors ça se renforce avec mais ça se renforce à partir du XVIe siècle. Hein, à partir du XVIe siècle, vous avez donc l'Empire espagnol, l'Empire portugais qui prétendent à la souveraineté sur toutes les eaux atlantiques, au sud du Cap Borador pour les Portugais, donc sur les côtes africaines, et à l'ouest du méridien des Açores pour les Espagnols. Tout ceci. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, on a un monopole ibérique sur l'Atlantique. Exactement. Au XVIe siècle, on a un monopole ibérique sur l'Atlantique, un monopole de droit et pas de fait, mais tout de même, qui interdit à tout marin étranger non ibérique de naviguer et de commercer dans ces régions du monde. Et c'est bien ce contexte-là qui va produire de la piraterie. Tout à fait. C'est que, en fait, tous ces marins qui traversent ces lignes sont considérés, du point de vue des Ibériques, comme des pirates. Et donc, Guillaume Calafat l'a déjà beaucoup mentionné, mais tout ce contexte d'intensification de l'autorité des empires donne lieu à d'importants débats, en fait, sur la question de la liberté des mers, sur la question de la souveraineté maritime. Hein, est-ce que ces mers sont libres ? Alors, est-ce que dans quelle mesure les autres monarchies européennes vont reconnaître le droit des Espagnols ? Hein, spoiler, non. Et c'est à partir et donc on a en fait une deuxième étape, c'est à partir du début du XVIIe siècle, hein, dans un moment d'ailleurs dans un moment de pacification internationale, parce que à la fin du XVIe siècle, vous avez eu beaucoup de guerres entre Français, Anglais, Espagnols, Néerlandais, et donc on a toute une série de traités internationaux qui viennent mettre fin à ces conflits, hein, que ce soit le traité de Vervins, le traité d'Anvers en 1609, le traité de Londres en 1604. Et à ce moment-là, tous les belligérants se posent la question, doit-on continuer à faire la guerre dans l'Atlantique, dans la mesure où on ne reconnaît pas les prétentions des Ibériques dans ces régions ? Et c'est à ce moment-là que vont naître, hein, dans ces juridictions françaises, dans les empires français ou hollandais, hein, la décision qu'au-delà de la ligne, pas de paix. Alors, peut-être que vous connaissez cette expression, c'est une expression de pirate, hein, mais c'est qu'à partir de cette période-là, la monarchie française épouse les convictions des marins, qui est en fait de défendre le droit d'accès à ces marins, à des zones maritimes contestées. Et toute personne qui, du point de vue des juridictions françaises, toute personne qui empêchera les sujets du roi de France d'y accéder sera considérée comme pirate. Donc tout Espagnol est considéré comme pirate. Donc on est toujours le pirate de quelqu'un. Voilà. N'empêche que, on a des gens comme Duguay-Trouin ou Surcouf qui vont faire la guerre aux marins, aux navires espagnols pour le compte du roi de France, et qui, eux, sont des corsaires. Mais tout ça, c'est quand même dans le cadre de la construction des grands empires coloniaux. Mais oui. Je vais pas répéter votre question. Non, oui, c'est-à-dire que là, on n'a pas du tout des pirates qui sont des gens perdus. Ah oui, enfin, d'accord. Mais on a une instrumentalisation
Ah oui, en fait, pour moi, la plupart de ces marins ont pignon sur rue, hein, sont vraiment... Oui. Bon, alors, pas tous, évidemment. Ceux que décrit Franz Olivier, c'est un peu différent, parce qu'on est dans le contexte caribéen, avec ce contexte de langagisme, etc. Mais beaucoup de ces marins ont en fait pignon sur rue, sont parfois anoblis, sont souvent nobles, ont acheté des seigneuries, sont souvent très riches, et agissent pour le compte du roi, en fait. Donc, sous des noms, enfin, on a un grouillement de bateaux et de prédation et de lutte maritime dans l'Atlantique et dans les Caraïbes qui recouvrent des situations très différentes. Mais dans le cadre de la construction d'un droit de la mer, finalement, tout ça est inséparable de la naissance d'un droit de la mer et dont les pirates ou les corsaires sont à la fois, ce qui est évidemment un petit peu compliqué, sont à la fois les instruments au service des États et parfois les victimes, puisqu'ils sont considérés comme pirates et que s'ils sont pris, ils risquent la mort. Mais oui, tout à fait. Mais on en parlait tout à l'heure, mais c'est un peu comme l'usage que fera l'Église.